L'Afghanistan est donc toujours en guerre, non pas depuis 2001 comme on le croit souvent, mais pour les Afghans depuis 35 ans. Alors avec le début du retrait des troupes occidentales en 2012, est-ce que le pays va connaître enfin la paix ou entre-t-on dans une nouvelle phase de la guerre? Alors faisons un petit peu d'histoire et regardons quelques cartes. On peut repérer plusieurs phases dans cette guerre d'Afghanistan. Entre 1978 et fin 1979, on a une insurrection spontanée lorsque les Afghans prennent les armes contre la brutalité d'un parti communiste afghan stalinien qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État à Kaboul. En décembre 1979, avec l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, qui intervient pour soutenir le PC afghan, on assiste à un soulèvement très large des Afghans qui s'insurgent contre la présence de l'armée soviétique dans le pays. 10 ans plus tard, après le départ de l'armée rouge en 1989, on a guerre civile entre factions afghanes, puis prise du pouvoir en 1996 par les talibans, qui instaurent une dictature islamiste dans le pays et auquel s'oppose le Front uni. Et puis enfin, il y a la phase post-septembre 2001, avec l'intervention de la coalition militaire dirigée par les États-Unis. Et puis enfin 2012, 2013, 2014, avec le retrait progressif des contingents de la coalition, va-t-on vers une pacification du pays ou une cinquième phase de la guerre? En tout cas, aujourd'hui, la situation sur le terrain n'est pas bonne, et pour comprendre pourquoi, il faut connaître 2 ou 3 clés propres à ce pays. Voici une carte des principales ethnies du pays. Au centre, les Hazaras chiites, au nord, les Tadjiks et les peuples turcophones, ouzbeks, turkmènes, à l'est, les Nouristani, au sud-est, les Baloutches, et au sud, les Pashtuns. Et ce peuple Pashtun a toujours été dominant dans le pays, que ce soit dans l'histoire de la lignée des monarques afghans, puis avant-hier les chefs du Parti communiste, puis hier les talibans, puis aujourd'hui le clan Karzai, le pouvoir politique est toujours aux mains des Pashtuns en Afghanistan. Mais on ne voit ici qu'une partie des tribus Pashtuns, car celles-ci se trouvent également sur le territoire pakistanais, et là on les nomme Pathan. Parce qu'en 1893, une frontière avait été établie entre l'Afghanistan et le Raj britannique, tracée par un diplomate anglais, Mortimer Durand, et la ligne porte son nom. Or, la prédominance des Pashtuns et leur division entre 2 entités étatiques sont 2 clés pour comprendre les facteurs de la guerre dans ce pays. C'est là typiquement un exemple du poids de l'histoire ancienne sur une réalité du XXIe siècle. Donc, en Afghanistan, qui fait la guerre à qui et pourquoi? On a d'un côté les mouvements de guérilla. Cette carte nous montre les bases territoriales des mouvements insurgés dans le pays, parmi lesquels les mouvements talibans, les mouvements liés à Al-Qaïda et les mouvements se réclamant de Jalaluddin Haqqani ou encore de Gulbuddin Hekmatyar, tous deux déjà chefs de guerre du temps des soviétiques. Maintenant, si on superpose la localisation de ces bases de guérilla avec les lieux de culture et de transformation du pavot, on obtient à peu près la même carte. La culture du pavot est contrôlée par les talibans, et d'ailleurs la drogue est une source de revenus classique pour le soutien aux guérillas. L'Afghanistan, il faut le savoir, à lui seul représente 90% de la production mondiale d'opium. En face, l'ISAF, c'est-à-dire les forces de la coalition, arrivées dans le pays fin 2001 et qui combattent sous commandement de l'OTAN. En juin 2011, au maximum de ses effectifs, cette coalition comptait 132 000 soldats et 48 nations. Le pays a été divisé en 6 régions militaires, chacune sous le commandement d'un pays de la coalition. Les États-Unis sont la principale force de la coalition, avec 90 000 Américains présents. Ils assurent les commandements régionaux du sud-ouest, du sud et de l'est, c'est-à-dire la région frontalière avec le Pakistan, par où passent toutes les infiltrations. Le Royaume-Uni constitue la deuxième force de la coalition avec 9 500 hommes qui se trouvent dans la province de l'Helmand avec les Américains, les Géorgiens et les Danois. L'Allemagne, qui forme la troisième force de la coalition avec 5 000 hommes et contrôle le nord-est du pays. La France, présente dans la province de Capissa avec quelques 4 000 hommes en juin 2011. L'Italie, presque 4 000 hommes également, qui contrôle l'ouest du pays sur la frontière avec l'Iran. Et enfin la Turquie, en charge de la région élargie de Kaboul, avec 1 800 hommes.
Voilà donc le front théorique de cette guerre, théorique parce qu'il est évolutif. Si le premier objectif de guerre pour l'ISAF était de combattre Al-Qaïda, il a été atteint. Mais le second, c'est-à-dire tenir à l'écart les talibans, ne l'a pas été, et chacun sait que le pays n'est nullement pacifié. Car il y a au moins deux contradictions dans la conduite de cette guerre. D'abord, les zones tribales pakistanaises que vous voyez sur la carte en contiguïté directe avec l'est de l'Afghanistan. C'est dans ces territoires, particulièrement dans le nord-Waziristan, que les principaux dirigeants talibans sont parvenus à reconstituer leurs forces, affaiblies par les attaques de l'ISAF depuis 2001. Pour les commandants militaires de la coalition, le théâtre afghan ne peut être militairement dissocié du théâtre ouest-pakistanais. Or, il est politiquement dissocié, puisque ces zones se situent au-delà des limites que se sont fixées les acteurs de la coalition. Il est donc impossible pour les troupes de l'OTAN d'y organiser de vastes opérations pour frapper les commandements talibans, d'où l'utilisation de drones dans les provinces frontalières pakistanaises pour cibler ce qu'on appelle des terroristes. Et puis il y a aussi une deuxième contradiction. Les militaires ont aussi pour mission la reconstruction du pays. Or, le métier des militaires, c'est de faire la guerre, pas de construire des écoles. Et lorsque l'on fait la guerre, les erreurs dans le renseignement entraînent des pertes civiles, et elles sont de plus en plus importantes. Entre 2007 et 2011, près de 12 000 civils afghans ont été tués, dont plus de la moitié entre 2010 et 2011. Or, dans les mémoires, il n'y avait plus la guerre dans le pays du temps des talibans. Voilà donc en résumé la situation sur le terrain. 12 ans après le début de l'intervention, certaines des puissances de la coalition ont décidé d'amorcer leur retrait. Si pour l'Allemagne, les premiers retraits significatifs doivent se faire en 2013, en revanche, pour la France, à la suite de l'élection présidentielle, la majorité des retraits ont été achevés fin 2012 pour ce qui concerne les troupes combattantes. Or, la logistique est très lourde pour évacuer les hommes et surtout le matériel après une dizaine d'années de présence sur place. Changeons d'échelle. Pour tout le monde, les voies de passage par le nord sont privilégiées. Pour la France, il s'agit d'évacuer 1500 containers par la route du nord de l'Afghanistan, puis l'Ouzbékistan, où les containers pourront transiter par la base allemande de Termez, puis le Kazakhstan, puis le rail par la Russie et enfin les ports européens de la Baltique. Ces routes par le nord sont plus chères, mais elles sont plus sûres que le passage par le sud, c'est-à-dire le Pakistan, port de Karachi, qui ouvre sur l'océan Indien, le golfe d'Oman et les routes maritimes internationales. Terminons par une dernière carte, qui elle n'est pas militaire, mais qui parle de l'avenir, c'est-à-dire les ressources du sous-sol afghan. Voici les zones qui seraient les plus riches en minerais. Il y aurait notamment de la chromite, du fer, du cuivre, de l'or, du pétrole et du gaz, des terres rares et du lithium. Les gisements que vous voyez sur la carte sont très importants, mais les chiffres trouvés sont tellement contradictoires qu'il n'est pas sérieux de les communiquer. En revanche, ce qui est certain, c'est que les rivalités sont marquées. Par exemple, à une trentaine de kilomètres à l'est de Kaboul, dans un site de montagne nommé Mes Aynak, se trouve un important gisement de cuivre. En 2007, le groupe chinois China Metallurgical Corporation a acheté auprès de l'État afghan le droit d'exploiter la mine pour environ 3 milliards de dollars en investissement. Le bail accordé à la Chine serait d'une durée de 30 ans. Découverte en 1974, la mine de cuivre a des réserves évaluées à plus de 11 millions de tonnes de métal rosé et c'est probablement la deuxième réserve mondiale. Le projet prévoit aussi la construction d'une centrale électrique pour la mine. Or, Mes Aynak est situé sur ce qui fut le principal chemin de la route de la soie entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. C'est une véritable cité taillée dans la montagne à 2500 mètres d'altitude, renfermant un sanctuaire bouddhiste avec des cavernes ornées de sculptures et des œuvres en relief creusées sur le flanc des rochers. Il se trouve que je me suis rendu il y a longtemps à Mes Aynak et c'est aussi spectaculaire que les Bouddhas de Bamiyan. Donc les archéologues, notamment les Français, sont très inquiets car les bulldozers sont entrés en action, pouvant à terme écraser l'incroyable patrimoine de l'histoire du monde situé à Mes Aynak. Que peut-on retenir de cette situation en Afghanistan? Le constat est somme toute simple. 12 ans après la chute du régime taliban,
Malgré des sommes d'argent considérables déversées sur le pays pour construire des hôpitaux, des routes, des écoles, malgré la formation d'une nouvelle armée afghane, la guérilla des talibans n'est pas du tout mise en échec. Le gouvernement afghan est corrompu, tout à fait discrédité, et une victoire politique des talibans est tout à fait possible, et sans doute, peut-être, se prépare-t-elle discrètement. En somme, voilà donc la plus grande armée du monde, l'OTAN, avec 70% des budgets militaires mondiaux, qui se trouve mise en échec par une guérilla qui représente à peu près 2 régiments d'infanterie, soit à peu près 40 000 hommes. À partir de 2014, la Banque mondiale a calculé qu'il faudra à peu près 10 milliards de dollars par an pour assurer le soutien à l'État afghan. Or, quand on connaît la situation budgétaire des pays donateurs et d'autre part la faible légitimité du gouvernement afghan, ce n'est pas faire preuve d'un pessimisme excessif que d'estimer que le statu quo ne durera pas très longtemps après le retrait des troupes occidentales. Vous pouvez lire le livre de Ahmad Rashid, Le retour des talibans, aux éditions de la Villa, et celui de Michael Berry, Le royaume de l'insolence, l'Afghanistan de 1504 à 2011, aux éditions Flammarion. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir les collections sur l'Afghanistan au musée Guimet à Paris. Empecé con el Kung Fu desde los 14 años. Imitaba los movimientos de Bruce Lee viendo sus películas y aprendí a usar los nunchakos de esa manera. Cuando era joven, Bruce Lee era mi héroe. Soñaba con él y con convertirme en un segundo Bruce Lee para mi gente. Alguna vez subí fotos a Facebook y mis amigos comenzaron a hablar sobre mi parecido con él. Después comparé esas fotos con las de Bruce Lee y pude ver algunas similitudes. Entonces decidí cambiar mi nombre al de Bruce Hazara, que significa el Bruce afgano. Creo que Bruce Lee era un modelo a seguir, tanto en lo deportivo como en su forma de ser. Por supuesto, yo no soy él, pero voy a seguir sus pasos mientras esté vivo. El volumen del cultivo de opio en Afganistán creció un 36% en el año 2013, batiendo todos los récords. Y eso pese a los más de $7.000 millones gastados por Estados Unidos para erradicarlo. Estas cifras se citan en un reciente informe de la organización que supervisa los fondos norteamericanos en ese país. Y mientras el Departamento de Defensa acusa al gobierno afgano de no prestar apoyo suficiente a la lucha contra la droga, la dormidera alimenta la inestabilidad en el país, llenando los bolsillos de los talibanes y otros grupos criminales. Este martes el grupo terrorista Al-Qaeda declaró que uno de sus líderes, Mustafa Abu Yazid, ha muerto en Afganistán, aunque las circunstancias de su muerte todavía se desconocen y la información no está oficialmente confirmada. Así que se sabe que también ha muerto su mujer, 3 hijas, una nieta y algunas personas más cercanas de Yazid. De nacionalidad egipcia, este terrorista era el manager financiero de Al-Qaeda y uno de los cofundadores de esta organización. Este domingo, el ataque aéreo de la OTAN a un convoy de 3 vehículos ha provocado la muerte de 33 civiles, entre ellos mujeres y niños, según ha informado el gobierno afgano. Las autoridades del país han calificado esta acción de injustificable y han exigido a la Alianza Atlántica coordinar y controlar mejor sus operaciones.